Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un composant vraiment fondamental de l'électronique, la résistance. Ah oui, en incontournable. Exactement. On a pas mal de sources sous la main, un bon guide complet sur le sujet. Notre mission, si on l'accepte, Toujours. c'est d'en extraire l'essence. Alors, pour commencer, simple. La résistance, c'est quoi au juste? En gros, c'est la propriété qu'un matériau a s'opposer à freiner le passage du courant électrique. On la mesure en ohm, le symbole oméga. D'accord. Freiner le courant. Un peu comme... Imaginez une friction dans un tuyau d'eau, voilà, ça réduit le débit. Et ce rôle, il est crucial pour contrôler le courant, bien sûr, mais aussi pour protéger d'autres composants. protéger les composants plus sensibles, j'imagine. Exactement, contre les surintensités, par exemple. Et une conséquence directe de ce freinage, c'est, ça chauffe, c'est l'effet Joule. Ah oui, l'effet Joule. L'énergie électrique qui devient chaleur. C'est ça, l'énergie se transforme. C'est parfois utile pour dissiper un trop-plein d'énergie, mais bon, ça demande aussi une gestion attentive pour éviter la surchauffe. Surtout si on veut faire des appareils tout petits, j'imagine. Tout à fait. La gestion thermique, c'est un vrai sujet. Bon, décortiquons un peu plus. Pour comprendre la résistance, il y a une loi incontournable, non? La loi d'Ohm, Absolument. U égale R fois I. C'est la relation clé. URI, rappelons vite fait. Alors, U, c'est la tension en volts. On peut voir ça comme la force qui pousse les électrons. I, c'est le courant, en ampères, le débit de ces électrons. Et R, la résistance, en ohms. Eh bien, c'est ce qui freine ce débit. La force, le débit et le frein. C'est clair. Voilà. Et la beauté de cette loi, c'est sa simplicité. Si on connaît deux de ses grandeurs, hop, on calcule la troisième. Un exemple rapide. Prenez une pile de 9 volts, une résistance de 3 ohms. Le courant I sera de 9V divisé par 3 ohms, donc 3 ampères. I égale UR. Simple et efficace. Mais j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul type de résistance, un seul type de frein. Ah non, loin de là. Il y a les résistances fixes les plus courantes, avec une valeur bien définie, et puis il y a les résistances variables. Variables, comme les potentiomètres pour régler le volume, ce genre de choses. Exactement ça. Les potentiomètres en sont un parfait exemple. Mais là où ça devient vraiment intéressant, ce sont les résistances qu'on pourrait appeler spéciales, ou non linéaires. Spéciales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Leur valeur de résistance n'est pas fixe, elle change en fonction de l'environnement. C'est ça qui est fascinant. Ah oui, comment ça? Prenez les thermistances. Leur résistance varie avec la température. Les photorésistances, elles, réagissent à la lumière. Donc elles détectent des changements physiques. Voilà. Et il y a aussi les varistances, très importantes pour la protection. Leur résistance chute brutalement quand la tension dépasse un certain seuil. Elles protègent contre les surtensions. En gros, toutes ces résistances spéciales agissent comme des capteurs passifs. Des capteurs passifs intéressants. Du coup, quand on choisit une résistance, on ne regarde pas que sa valeur en ohms, il y a d'autres critères. Oh que oui! La valeur nominale, bien sûr, mais aussi sa tolérance. C'est la précision de cette valeur. La précision. Oui, une résistance marquée 100 ohms avec une tolérance de plus ou moins 5%, par exemple, elle peut en réalité avoir une valeur entre 95 et 105 ohms. C'est pas toujours critique, mais parfois. Ça peut l'être. Dans le médical, par exemple. Typiquement. Et l'autre critère essentiel, c'est sa puissance nominale. C'est la quantité de chaleur maximale qu'elle peut dissiper sans griller, quoi. Ah, l'effet de Joule, on y revient. Si on choisit une puissance trop faible. C'est la surchauffe assurée. Le composant peut être détruit, il faut bien la dimensionner. Logique. Et est-ce qu'on peut combiner plusieurs résistances pour obtenir des valeurs spécifiques, peut-être? Tout à fait, c'est très courant. On peut les mettre en série, c'est-à-dire l'une après l'autre. Et là, les valeurs? Elles s'additionnent tout simplement. R équivalente égale R1 plus R2 plus etc. Très simple. Ok. Et l'autre façon? C'est de les mettre en parallèle, côte à côte. Là, le calcul est un peu différent. L'inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses. 1R et Q égale 1R1 plus 1R2. Un peu plus complexe, mais... Mais le résultat intéressant, c'est que la résistance équivalente en parallèle est toujours plus faible que la plus petite des résistances individuelles. Ah, d'accord. Et ça sert à quoi, ces combinaisons? Justement, à obtenir une valeur de résistance très précise, qu'on n'aurait pas avec un composant standard. Ou alors, à diviser le courant ou la tension dans un circuit de manière contrôlée.
D'accord. Alors, si on résume les applications pratiques, on a dit limiter le courant, pour une LED par exemple. On a parlé de la chaleur, oui, mais il y a bien plus. Les diviseurs de tension, par exemple. Deux résistances en série permettent d'obtenir une tension plus basse, très précisément, à partir d'une tension d'entrée plus haute. C'est super utile. Obtenir le bon voltage. Je vois. Et dans le numérique, vous parliez de protection. Oui, et il y a aussi un rôle crucial, les résistances de pull-up et de pull-down. Pull-up, pull-down, qu'est-ce que c'est que ça? Alors imaginez une entrée de microcontrôleur, un petit cerveau électronique. Si elle n'est connectée à rien, son état peut être indéterminé, un peu comme si elle flottait entre 0 et 1 à cause du bruit électrique ambiant. C'est pas fiable du tout. Ah, d'accord. Et la résistance? Eh bien, une résistance de pull-up va tirer cette entrée vers un niveau logique haut, un 1, quand rien ne la force à être bas. Une résistance de pull-down fait l'inverse, elle tire vers le bas, un 0. Ça garantit un état clair, défini. C'est essentiel pour la stabilité des systèmes numériques. Ça évite l'incertitude en gros. Ça stabilise le signal. Exactement. Et on les trouve aussi, très important, dans les circuits RC associés à un condensateur, le C. RC, résistance condensateur. Voilà. Dans ces circuits, la résistance contrôle la vitesse à laquelle le condensateur se charge ou se décharge. Ça permet de créer des temporisations, Des temporisations. comme pour Comme pour... définir combien de temps une lumière reste allumée après avoir appuyé sur un bouton. Ou alors, ça sert à créer des filtres. Des filtres. Oui, des circuits qui ne laissent passer que certaines fréquences d'un signal électrique et qui bloquent les autres. La résistance avec le condensateur détermine quelle fréquence passe. C'est la base de beaucoup de traitements de signal. Incroyable. Donc cette simple résistance, ce frein, c'est en fait un outil ultra polyvalent. Elle limite, elle protège, elle divise la tension, elle stabilise les signaux numériques, elle détecte des conditions physiques avec les versions spéciales et elle participe même à la gestion du temps et des fréquences. C'est exactement ça. C'est bien plus qu'un simple obstacle au courant. Si on prend un peu d'auteur, la résistance est un composant passif, certes, mais elle permet une gestion très active et très précise de l'énergie électrique dans un circuit. Sa compréhension, c'est vraiment une clé d'entrée essentielle pour quiconque s'intéresse à l'électronique, même de loin. C'est clair, c'est fondamental. Et pour finir, peut-être une question pour laisser matière à réflexion. On a parlé de ses caractéristiques, la tolérance, le fait qu'elle chauffe, sa sensibilité à l'environnement pour certaines. Comment est-ce que ces aspects, qu'on pourrait voir un peu comme des imperfections, oui, des limitations apparentes, Voilà, comment est-ce que ces limitations influencent non seulement la conception des systèmes électroniques complexes, mais peut-être même parfois ouvrent la voie à des solutions innovantes en exploitant justement ces défauts? excellente question.